You are very, very close to World War III. They don't respect him. They don't fear him. You want a World War III. Let him follow and win. Maintenant que les JO de Paris sont finis, le monde retourne à son quotidien, la tête remplie d'étoiles et d'exploits sportifs, et avec une furieuse envie de se mettre à la gym. Mais le spectacle est loin d'être terminé et tous les yeux se tournent maintenant vers les États-Unis, là où se tiendra le prochain événement mondial décisif pour l'avenir de la planète. Le match Donald Trump contre Kamala Harris qui a quitté l'ombre de Joe Biden pour prendre sa place. Alors, pourquoi décisif ? Parce que, même s'ils ne sont pas les seuls facteurs capables de déclencher un chaos planétaire, les deux aspirants à la présidence ont des avis très différents en ce qui concerne le traitement des conflits majeurs qui frappent notre monde et dans lesquels les États-Unis sont engagés. Et à l'heure où la domination économique et financière américaine est de plus en plus critiquée et même combattue, le ou la future présidente devra faire preuve d'habileté pour maintenir son statut et la stabilité de la paix mondiale. Il va vraiment falloir faire attention aux lapsus. Sous nos latitudes, nous n'en ressentons pas forcément tous les effets, mais au total, notre planète est secouée par 56 conflits. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais sachez qu'en 2008, on n'en comptait que 8. Jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité n'avait montré autant d'hostilité en même temps, même pendant la guerre froide, et la tension pourrait monter brutalement après les résultats de l'élection américaine le 5 novembre prochain. On parle même déjà de possible Troisième Guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour du monde des principaux conflits et de voir ensemble quelles positions occupent les divers camps qui s'affrontent au moment où je vous parle pour voir comment ça évolue et où ça va nous mener. Et avant de démarrer cette vidéo, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Vous savez ce qu'il reste à faire, rendez-vous en description. À la question « Comment va le monde ?» en ce milieu d'été 2024, une fois n'est pas coutume, je vais répondre par un euphémisme. C'est pas terrible. Actuellement, l'Institut économique de la paix, qui produit chaque année le Global Peace Index, recense 56 conflits armés qui impliquent 92 pays, un record absolu depuis sa création en 2008. Il y a ceux dont on parle beaucoup et dont je vais aussi beaucoup parler, comme l'Ukraine, la mer Rouge ou Gaza, dans lesquels s'opposent les superpuissances mondiales, et ceux qui passent inaperçus, aux répercussions plus locales, au Mali, en Birmanie, au Soudan ou en Irak. Enfin, il y a ceux qu'on attend avec angoisse, en mer de Chine autour de Taïwan, pendant qu'on surveille les journées du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette année, 97 pays ont vu l'état de la paix se détériorer à l'intérieur de leurs frontières. Jamais le GPI n'avait connu une telle contre-performance. Et pire encore, 108 pays ont accéléré leur militarisation et établi un nouveau record dans le domaine. Les conflits ont coûté la vie à 162 000 personnes en 2023. C'est le deuxième bilan le plus lourd en 30 ans. Les guerres en Ukraine et à Gaza sont responsables de 3/4 des victimes, avec 83 000 décès enregistrés l'année dernière entre l'Ukraine et la Russie, et au moins 39 000 morts à Gaza, dont plus de 14 000 enfants et 1 200 victimes en Israël, tous recensés entre le 7 octobre 2023 et le 1er juillet. Enfin, le GPI dénombre 110 millions de personnes déplacées pour sauver leur vie, et entre urgence de soins, perturbation des chaînes de production ou d'approvisionnement, et bouleversements régionaux, il évalue à 19 100 milliards de dollars l'impact économique mondial de la violence, soit 13,5% du PIB de la planète. Ces guerres ont changé l'économie, mais aussi le visage de la diplomatie, la vraie, celle avec un grand D. Longtemps considérée comme un art dont la France était d'ailleurs la meilleure pratiquante, la discipline se borne désormais à la négociation de couloirs humanitaires et à la création de refuges, plutôt qu'à la véritable recherche de solutions de paix, quand avant, il suffisait de montrer ses muscles. C'est que montrer ses muscles, ce n'est pas très conseillé quand la stabilité du monde n'a jamais été aussi menacée. Chaque nouveau conflit divise un peu plus l'humanité, appelle les organisations internationales historiques à plus de cohésion pour limiter le fossé qui se creuse entre le bloc occidental et le reste de la planète, et fait craindre à terme un embrasement général à cause du MAD. Le MAD, ou Assurance de Destruction Mutuelle, je vous en parlais dans cette vidéo, c'est ce système de dissuasion extrême mis en place par les puissances nucléaires et qui garantit que la moindre bombe atomique lancée, même par erreur, déclenchera immédiatement le lancement de toutes celles détenues par le camp agressé. Nous n'avons jamais accumulé autant de matériel militaire, de soldats de métier et de puissance atomique, même pendant la guerre froide. La guerre qui a tout changé, c'est celle entre la Russie et l'Ukraine, dont les prémices sont apparues dès 2014.
Depuis 2022 et l'opération spéciale russe, les États-Unis et l'Union européenne font front commun et se montrent soudés comme jamais derrière l'Ukraine. Ensemble, ils ont apporté plus de 200 milliards d'euros d'aide financière en 2 ans et dégainé des rafales de sanctions à l'encontre de la Russie et de ceux qui veulent travailler avec elle. Mais, mauvaise surprise, les pays qui se sont rangés du côté occidental ont été moins nombreux que prévu et beaucoup ont préféré la prudence de la neutralité. Au final, la réaction occidentale censée isoler la Russie et mettre son économie à genoux a eu des effets pervers. Elle a causé une crise énergétique en Europe, elle a resserré les liens qui unissent les superpuissances de l'Est et du Sud et donné une formidable opportunité à la Chine de lancer une attaque massive contre le dollar américain. Récemment, les combats se sont déplacés en partie sur le territoire russe, dans une tentative désespérée de déclencher une nouvelle prise de conscience mondiale. L'Ukraine a beau avoir reçu l'équivalent de son PIB en aide internationale, elle manque toujours d'armes et d'hommes pour tenir tête à son envahissante voisine et la défaite est désormais envisagée par le clan Zelensky, envisagée et redoutée. Selon le Premier ministre Denis Shmyhal, une victoire russe sonnerait le début d'une troisième guerre mondiale car elle laisserait le champ libre à Moscou pour envahir la Pologne. Un scénario alarmiste déjà annoncé par Volodymyr Zelensky l'année dernière et basé sur des menaces proférées en 2014 par Moscou à Kiev. Alarmiste mais absurde, car la Russie cherche avant tout à restaurer une zone tampon entre ses frontières et celles des pays de l'OTAN. L'autre conflit le plus clivant du moment, c'est celui qui oppose Israël au Hamas et payé en grande partie par les civils. Une fois encore, il faut choisir son camp, et cette fois c'est un peu plus délicat, car Israël est un partenaire historique de l'Occident depuis le partage de la Palestine en 1948. À l'Ouest, difficile de ne pas la soutenir, on lui reconnaît le droit de se défendre, mais on est embarrassé devant la réponse disproportionnée qui s'est abattue sur les civils palestiniens. Au Moyen-Orient, le soutien à Gaza s'est rapidement affiché, mais il est resté timide. S'opposer à Israël, c'est soutenir le Hamas et son allié iranien, et donc le terrorisme, et il n'y a pas de place pour la nuance. Récemment, Israël a exporté la guerre en Iran et au Liban, avec la promesse du Premier ministre Netanyahou de détruire le Hamas jusqu'au dernier homme. L'escalade continue et aucune négociation ou plan de paix n'a même été évoqué. Le 7 août, les États-Unis ont appelé l'Iran à ne pas mettre ces menaces de riposte à exécution, tout en rappelant le total engagement américain auprès du partenaire israélien. L'Iran, qui ne demande aucune autorisation pour utiliser son droit à se défendre, a promis une réponse de grande ampleur, sans préciser laquelle, et l'inaction serait considérée comme aveu de faiblesse. Je ne vous dis pas l'ambiance. À environ 2300 km de là, au sud de la péninsule arabique, le Yémen s'empêtre dans une guerre civile qui a débuté en 2004 et qui est restée ignorée par les médias pendant plusieurs années. Les forces armées yéménites sont appuyées par une coalition de pays arabes menée par l'Arabie saoudite dans leur guerre contre les rebelles houthis du comité révolutionnaire, des musulmans chiites qui se sentent ignorés par le pouvoir à majorité sunnite et soutenus, eux, par le Hezbollah, l'Iran et la Corée du Nord. Dans cette guerre, les États-Unis ont longtemps fourni renseignements et soutien logistique au gouvernement yéménite en place, mais face à la catastrophe humanitaire et aux perturbations en mer Rouge, Joe Biden a annoncé la fin de l'aide à la coalition en février 2021 et promis l'accueil de plus de réfugiés. Mais les armes et le matériel militaire continuent d'affluer en provenance de l'Occident, de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Espagne, de la Suisse, d'Italie ou de France par exemple. Aujourd'hui, les Houthis sont considérés comme impossibles à renverser. Ils contrôlent 25% du territoire, dont la capitale, et 2 tiers de la population qui souffre de la famine, du manque d'eau, de l'effondrement de l'ordre public, du choléra et de l'absence d'aide humanitaire. Les Houthis continuent de mener des attaques en mer Rouge et il n'y a toujours aucune solution en vue. Moins sensible sur le continent européen, l'embrasement de l'Afrique centrale n'en provoque pas moins des milliers de victimes. Cameroun, République centrafricaine, Burkina Faso, Somalie, Niger, Éthiopie, Soudan, Mali, Zambie, Mozambique, Congo, ils sont tous en guerre. Guerre civile, guerre contre les groupes terroristes, guerre pour les ressources naturelles, guerre contre l'urgence climatique, le bilan est dramatique. Mais les centaines de milliers de victimes d'Afrique sont éclipsées par les intérêts économiques et politiques des superpuissances mondiales impliquées dans les guerres d'Ukraine ou au Moyen-Orient, des conflits majeurs qui pourraient déboucher sur un chaos général s'ils venaient à dégénérer. Alors, on les surveille comme le lait sur le feu et on anticipe les autres du mieux qu'on peut. Pendant que la Chine achète et stocke des matières premières alimentaires et des métaux à tour de bras, il y en a un qui occupe déjà toutes les pensées du monde entier. Il n'a pas encore commencé, mais ses conséquences éventuelles font déjà frissonner. C'est le dossier de Taïwan, déjà désigné en 2019 par le célèbre journal The Economist comme l'endroit le plus dangereux au monde. Cette année-là, Pékin a promis à la République populaire de Chine le retour de Taïwan avant 2025. Et selon les experts, le risque est réel que l'action chinoise débouche sur une troisième guerre mondiale. Soit Taïwan rentre gentiment dans le rang et accepte de redevenir chinoise, auquel cas tout devra bien se passer, soit Pékin prendra l'île par la force. Dans le premier cas, ça signifierait alors que les plus belles usines de production de semi-conducteurs et autres matériels électroniques de pointe financés par des capitaux américains passeraient sous contrôle chinois, difficile à accepter pour les États-Unis.
Dans le deuxième cas, il faudra que l'armée chinoise affronte celle des États-Unis, qui ont accordé à Taïwan une protection militaire depuis 1974. Au premier missile qui atteindrait l'île, chinois ou pas, l'Amérique devrait engager son armée pour la défendre, ce qui signifierait entrer en guerre contre la Chine, et personne n'a envie d'assister à ça. Ce qui nous amène maintenant au projet des prochains candidats aux élections américaines. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire des guerres s'ils étaient élus? Et on commence avec l'Ukraine. Dans le clan démocrate, il est très probable que la candidate Kamala Harris poursuivra la politique de Joe Biden, à savoir soutien militaire et financier jusqu'à la défaite russe ou un accord de paix, un engagement renouvelé lors de son discours au sommet de la paix qui s'est tenu en juin dernier en Suisse, sans la Chine et sans la Russie. Dans le clan républicain, Donald Trump a surpris le monde en promettant la fin de cette guerre qui coûte cher et ne rapporte rien au pays en moins de 24 heures. Personne ne sait encore exactement comment il compte s'y prendre, mais il semble qu'il ferait pression sur Kiev pour qu'elle abandonne définitivement les régions du Donbass et de la Crimée, à la grande satisfaction de la Russie. L'Ukraine aurait-elle la moindre chance de survivre sans l'aide américaine? Pas évident. Passé des accords, voilà l'arme secrète de Donald Trump, et c'est aussi ce qu'il compte faire pour Taïwan. Il affiche une position assez éloignée de celle du camp adverse. Interviewé par Bloomberg le 25 juin dernier, il a émis des doutes quant à l'engagement des États-Unis à défendre l'île en cas d'attaque chinoise. Il suggère que la défense de Taïwan dépendra surtout de son intérêt économique pour les États-Unis. Trump compare son pays à une compagnie d'assurance qui devrait garantir la sécurité de son client sans jamais toucher aucune prime en échange, et travailler gratuitement, c'est pas son genre. Personne n'oublie sa devise, l'Amérique d'abord. Il a également critiqué la domination de Taïwan dans le secteur des semi-conducteurs et prévoit déjà des subventions massives pour la relocalisation des usines sur le sol américain. Il semble si détendu sur le sujet que certains craignent qu'il n'ait déjà une idée derrière la tête, comme de se servir de l'avenir de Taïwan comme monnaie d'échange dans un accord économique avec la Chine. De son côté, le clan démocrate est pour le maintien du statu quo et la défense de l'archipel, mais pas pour son indépendance. En 2022, Kamala Harris annonçait que les États-Unis continueraient d'avancer et d'agir sans peur dans toute l'Asie, y compris à Taïwan, tout en déclarant les tentatives chinoises de prise du contrôle des routes maritimes en mer de Chine illégales et irresponsables. Dans les faits, le gouvernement Biden vend toujours des armes à Taïwan pour qu'elle puisse se préparer et se défendre, mais un nouveau pas a été franchi il y a 1 an, quand une première subvention de 80 millions de dollars a été versée à Taipei. La réaction de Pékin a fait comprendre à Washington l'importance d'éviter de nouvelles provocations, une consigne que s'efforce désormais de suivre le clan démocrate. Enfin, les 2 candidats soutiennent Israël dans sa guerre contre le Hamas, mais là aussi, chacun à sa façon. Donald Trump est partisan d'une intensification des combats pour, je le cite, « revenir rapidement à la normalité, Israël sera protégé, l'Iran en faillite et les terroristes traqués ». Il reste insensible aux manifestations qui secouent les universités américaines et ignore les critiques qui s'élèvent face au terrifiant bilan humanitaire, des critiques que les démocrates entendent de plus en plus, mais qui ne changeront probablement rien au résultat. Quel que soit le futur président, Israël pourra compter sur le soutien américain, comme toujours. Quant au Yémen, c'est un Trump au pouvoir qu'il faudra pour poursuivre la guerre contre les rebelles. Les Houthis ont officiellement été désignés comme groupe terroriste par Trump lui-même juste avant la fin de son dernier mandat et inscrits sur la liste noire. Une triste décision qui a entraîné la fin de l'aide humanitaire sur place et qui a aussi prouvé que tous les coups contre l'Iran étaient permis. Pas question de s'arrêter en si bon chemin. Dans l'autre camp, l'intérêt pour ce conflit est moindre et plusieurs tentatives de blocage des aides financières versées à la coalition ont été tentées, mais sans succès. Les élections pourraient donc là aussi tout faire basculer. Bon, on fait le point? Avec Trump, l'Ukraine se rend, Taïwan se débrouille et Israël écrase son ennemi, et par ricochet l'Iran, quitte pour ça à raser toute la Palestine ou le Yémen. Avec Harris, l'Ukraine continue de se battre, Taïwan est bien protégé au cas où Pékin utiliserait la force, le Yémen est abandonné et l'aide continuera à parvenir à Israël. Alors maintenant, d'après vous, lequel de ces candidats pourrait mener le monde à un embrasement plus global? Et avec quel conflit? Est-ce que les efforts des organisations internationales comme l'ONU ou l'Union européenne seront suffisants pour contenir l'escalade de violence qui frappe notre planète, limiter les appétits des autocrates, corriger les erreurs américaines et éviter une 3e guerre mondiale? J'ai vraiment hâte de lire vos impressions et de connaître votre avis sur la question. On se donne aussi rendez-vous sur votre réseau social favori? On pourra continuer la discussion et suivre en direct l'évolution des événements. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à la partager ou à vous abonner. Et il me reste à vous dire merci pour votre fidélité et prenez soin de vous. À très vite sur Money Radar.